C'est une semaine mouvementée qui vient de s'achever au Cameroun. À peine limogé du gouvernement et interdit de sortie du territoire, l'ex-ministre de l'eau et de l'énergie a été annoncé en fuite au Canada avant d'être repéré dans une voiture banalisée au Nigeria. Basile Atanganakuna est devenu, au fil des jours, l'homme le plus recherché du Cameroun. Son arrestation et son transfert à Yaoundé ont fait la une des journaux. Le Messager a titré cette semaine « Une chasse à l'homme digne d'un film western ». Une forme de cabale à la hollywoodienne affirme la nouvelle expression. Basile Atanganakuna vient de passer son premier week-end en détention provisoire aux côtés d'anciens recteurs d'université, des professeurs agrégés, ex-directeurs généraux d'entreprises publiques, tous arrêtés cette semaine et soupçonnés d'être impliqués dans des affaires de détournement de deniers publics. Cette frénésie de l'opération Épervier suscite la controverse dans la presse. Le président de la République du Cameroun est-il étranger à cette vague d'arrestation des personnalités à qui il avait confié d'importantes missions à la tête des institutions publiques au Cameroun? Cette semaine, Paul Biya avait plutôt le regard rivé vers la retombée économique et politique de sa visite d'État en Chine. Le journal Cameroun Tribune a magnifié les accords de coopération économique et technique signés entre les deux pays, ceci en l'absence d'une centaine d'hommes d'affaires camerounais choqués d'apprendre à la dernière minute l'annulation d'un forum économique de Beijing prévu initialement en marge de la visite d'État du président Paul Biya en Chine. L'offensive économique camerounaise prend ainsi du plomb dans l'aile au moment où l'Afrique vient de franchir un pas historique vers l'intégration régionale économique. L'instauration d'une zone de libre-échange continentale peut-elle casser les réseaux de la France-Afrique qui ressurgissent avec l'affaire des financements libyens de la campagne présidentielle victorieuse de Nicolas Sarkozy? Mesdames, Messieurs, ces sujets brûlants d'actualité constituent l'architecture de droit des réponses ce dimanche 25 mars 2018, jour d'élection des sénateurs au Cameroun. Bienvenue à cette émission consacrée à l'analyse du traitement de la presse par des hommes politiques, des analystes financiers, également des universitaires de haut vol. Et d'abord, pour vous rafraîchir la mémoire, j'accueille sur ce plateau le chroniqueur du dimanche, Flavien. Bonjour. Bonjour Cédric et bonjour à tous les panélistes déjà présents. Quelle est la quintessence de l'analyse de la presse concernant ces sujets d'actualité? Comme vous le savez, la presse n'est pas restée en marge notamment de l'actualité. Et l'actualité ici, c'est l'opération Épervier et bien entendu la visite du chef de l'État en Chine. D'ailleurs, pour ce qui est du premier sujet parlant notamment de ce que la presse a pu réserver comme traitement à ce sujet, et qui est notamment l'opération Épervier qui a été relancée. La nouvelle expression du 20 mars annonçait déjà que Atanganakuna était donc hanté bien sûr les esprits des Camerounais. Selon le tabloïd, l'ex-ministre de l'eau et de l'énergie portait disparu au lendemain donc de sa sortie du gouvernement. On se souvient, c'était le 2 mars dernier, était donc attendu au tribunal criminel spécial avec notamment à ses côtés Jean-William Solo. Et le rédacteur de l'article a laissé dire que c'était donc une rumeur que le journal a pu relayer. Et là, il était donc difficile pour la presse de donner des informations fiables à ce sujet. Le journal Émergence révélait déjà que son épouse a même été récupérée par les fins limiers du tribunal criminel spécial pour qu'elle dévoile la cachette où se trouvait son époux. Mais le quotidien bilingue privé a même dit qu'elle a été torturée et c'est la souffrance qui l'a donc amené à dire où se trouvait son époux et que son époux avait emprunté le chemin du Nigeria et c'est là-bas qu'il a été donc pris. Et mutation de dire que Atanganakuna, repéré donc au Nigeria et donc qui a été ramené au pays comme un colis. D'ailleurs, mutation précise que tout cela ressemble donc à un film américain. Le quotidien privé est même allé au-delà du cas d'Atanganakuna pour dire qu'ils sont nombreux. En fait, une vingtaine d'autres personnalités, même des hommes d'affaires, qui ont été donc interdites de sortie du pays. Alors, Émergence parle également et se pose une question sur le mode opératoire de l'opération Épervier. Et se demande qu'est-ce qui a changé donc 12 ans après le début de l'opération. Pour Émergence toujours, l'opération lancée donc en 2006 face à la pression des bailleurs de fonds et donc loin d'avoir atteint ses objectifs. Les experts qui se prononcent d'ailleurs sur cette question dans le journal font savoir que récupérer l'argent volé serait mieux que remplir les prisons des personnalités riches qui pourraient donc se refaire des vies
au lendemain de leur sortie de ces prisons. Alors voilà comment est-ce que la presse a traité de cette première question, en tout cas ce premier sujet. Le second, vous l'avez également évoqué, on parle bien sûr de la coopération Chine-Cameroun. D'ailleurs, Info Matin annonçait déjà que Paul Biya entamait une visite de 2 jours en Chine. Cette rencontre des deux chefs d'État permet justement de donner une impulsion nouvelle à la coopération entre les deux pays. Alors qu'on attendait voir des opérateurs économiques à la suite du chef de l'État, la nouvelle expression fait savoir que le président de la République du Cameroun a annulé justement cette mission économique. Le quotidien du Carrefour Equinoxe à Douala révèle que les batailles observées dans autour de l'organisation du Forum économique ont amené Paul Biya à donc annuler cet autre rendez-vous. Le tabloïd ajoute que le chef de l'État a évité ainsi la honte du siècle en suspendant justement la mission économique. Et Cameroun Tribune qui dit, en tout cas, de dire simplement que c'est l'amitié tout au moins raffermie entre les deux pays, c'est-à-dire le Cameroun et la Chine. Les envoyés spéciaux de ce journal Cameroun Tribune révèlent que Paul Biya a réussi à décrocher 5 accords avec la Chine sur différents plans. Donc Cédric, vous allez également évoquer, en tout cas dans cette édition, parlant notamment des sujets à l'ordre du jour, vous parlerez aussi des inquiétudes et espoirs sur les zones de libre-échange continentales et en même temps la France-Afrique qui avec les vieux démons qui hantent Sarkozy et qui meublent donc le débat de ce dimanche. Merci Flavien Ndongo de nous avoir rafraîchi la mémoire ce dimanche. À présent, j'accueille sur ce plateau un panel d'experts de haut niveau pour décrypter ce traitement effectué dans la presse. D'abord, Pierre Alaka, bonjour. Bonjour Cédric, merci de m'avoir associé à ce débat pour cette semaine débattante. Je précise que vous êtes expert en fiscalité, vous scrutez au quotidien la politique économique du Cameroun de l'Afrique. Vous avez publié aux éditions universitaires européennes des ouvrages sur l'impact de la fiscalité sur le développement socio-économique des pays d'Afrique subsaharienne. Et juste en face de vous, maître Emmanuel Pincy, bonjour. Bonjour. Vous êtes avocat au barreau du Cameroun depuis une trentaine d'années. Vous êtes également engagé comme militant et cadre politique du RDPC, qui est le parti au pouvoir. Également présent sur ce plateau avec nous, le secrétaire numéro 3 du PURS, René Bonono Bakota. Bonjour. Bonjour Cédric. Et bienvenue sur ce plateau. Merci. J'annonce également sur cette antenne Alex Gustave Azébazé, directeur de publication du quotidien Le Messager, qui reste attendu. Également l'un de nos invités qui réagira sur l'actualité concernant les défaillances observées sur la visite d'État du président de la République en Chine. Au lendemain de ce réaménagement ministériel, l'ex-ministre de l'eau a pressenti une descente aux enfers et contre toute attente, il a bravé l'interdiction de sortir du territoire. Maître Emmanuel Pincy, comment avez-vous vécu le cas particulier de l'ex-ministre de l'eau et de l'énergie? J'ai trouvé ça absolument pathétique et je dirais que c'est une honte que l'on voit un si haut responsable, ancien ministre, qui s'enfuit comme un fugitif, et semble-t-il en prenant des risques, et il a été pour partir de cette manière alors qu'il était interdit du territoire. Il me semble qu'il a dû avoir des complicités au niveau de la sécurité, au niveau des forces de l'ordre, et pour qu'on l'attrape comme un voleur, comme un bandit au Nigeria, c'est quelque chose vraiment qui n'est pas bon pour les Camerounais. Et je tiens à le dire, parce que lorsque vous allez à l'étranger actuellement, lorsque vous rencontrez des hauts responsables, on vous dit toujours, vraiment, quand on me demande, mais vous, pourquoi? Moi, je suis un ancien avocat de barreau de Paris. Mais ça, il me dit, mais pourquoi tu n'as jamais entré au gouvernement? Et il y a toujours les voleurs qu'on attrape. Donc, il n'y a que des voleurs au Cameroun. Je dis non, il y a des gens talentueux au Cameroun. Mais le logiciel n'est pas bon. Ils comprennent toujours les mêmes. Et on se rend compte que ces jours-ci, on a pris un ancien ministre qui s'enfuit comme un petit voleur. Et justement, on y reviendra ça, au cours de cette émission. Qui vraiment m'afflige. Sur ce plateau, avec nous, Alex Gustave Azébazé, directeur de publication du quotidien Le Messager. Alex Gustave, bonjour. Bonjour. Le Messager a évoqué une fin de cabale pour l'ex-ministre de l'eau, un film western, attitré
Le Messager cette semaine. Comment vous avez vécu ce cas particulier du ministre Basile Atanganakuna, à peine limogé du gouvernement, interdit de sortie du territoire et arrêté au Nigeria? D'abord, je dis bonsoir ou bon après-midi à mes co-panélistes qui sont arrivés un peu plus tôt. J'étais en route. Et deuxième chose que je souhaite dire, le Messager n'a jamais dit que, n'a jamais parlé de cabale. Nous avons dit fin de cavale. Parce que cabale et cavale, oui, fin de cavale. Fin de cavale pour l'ancien ministre. Je sais qu'un journal a titré fin de cabale pour Atanganakuna, mais ce n'est pas le Messager. Je préfère assumer ce que je fais. Mais voyez-vous, pour ceux qui ont souvent, par le passé, quand il y avait encore des salles de cinéma dans ce pays, regarder des films western, regarder il y avait des sortes de rodéos où on était quelquefois obligé, les polices, dans les sociétés où elles sont bien organisées, aux États-Unis, en France, et en Grande-Bretagne, c'était souvent mobilisé pour traquer et retrouver un criminel. Je préfère ne pas dire un grand bandit, mais en tout cas, une personne sur qui il y a des présomptions fortes et qui, sans doute, s'était donné des moyens de s'esquiver ou de se mettre à l'abri. Ce que nous avons vécu, en tout cas pour nous, au Messager, depuis que nous avons eu vent de la note interdisant de sortir un certain nombre de personnalités, de hauts responsables. Ce n'est pas seulement d'anciens hauts responsables. Et c'est cela, j'espère qu'on va y revenir. Moi, les notes de la police, qui aujourd'hui, moi j'ai fait un étude par lequel je m'interrogeais sur ces fuites qui semblent être devenues un mode de communication. Mais le fait est que ces notes, notamment des messages portés réguliers, c'était un ensemble de personnalités, dont celle dont vous venez de citer le nom, l'ancien ministre Atanganakuna. Nous continuons à nous interroger sur ce qui peut, dans un pays à la tradition sécuritaire aussi ancrée, favoriser la disparition pendant une bonne semaine, parce que c'est quand même depuis vendredi, j'entends les gens dire depuis lundi, c'est depuis au moins vendredi, qu'il était que en tout cas deux de ces personnalités-là avaient été informées de ce qu'elles devaient se présenter auprès des enquêteurs de l'unité spéciale d'enquête du tribunal criminel spécial le lundi. Donc c'est à partir de vendredi que ceux qui sont plus ou moins informés nous confirment qu'on a perdu ces traces, ou la trace de ces personnalités-là. Et ça ne peut pour nous être qu'une histoire organisée qui, malheureusement, tout en trahissant un ensemble, j'allais dire, de fonctionnement absurde, pour ne pas... Certains disent dysfonctionnement, mais je ne peux pas qualifier ça de dysfonctionnement. Parce que le dysfonctionnement, de mon point de vue, c'est des détails qu'on peut gérer. Justement, nous y reviendrons en détail au cours de cette émission. Pierre Alaka. Et du coup, avoir envoyé tout un aéronef pour aller héliporter et ramener une telle personnalité, nous avons pensé qu'il n'y avait pas meilleure façon de traduire cela, scénariser et titrer fin de cavale pour un... On aurait pu dire pour un fugitif, mais nous n'avons pas souhaité aller aussi loin. Pierre Alaka, un ministre à peine limogé du gouvernement qui se retrouve au Nigeria, qui brave l'interdiction de sortie du territoire, un flux d'informations a circulé durant cette semaine. Il est en Guinée équatoriale, il est passé par Casablanca pour se retrouver au Canada et finalement repéré au Nigeria. Comment vous avez-vous vécu, comment vous analysez ces flux d'informations au moment où il y a des interdictions de sortie du territoire qui concernent plusieurs personnalités? De mon point de vue, je crois que c'est un aveu de culpabilité. Lorsque nous voici ici, si quelqu'un entre ici et dit aux voleurs, personne ne va bouger parce qu'on n'est pas des voleurs. Mais si nous sommes ici avec d'autres personnes, quelqu'un entre et dit aux voleurs, quelqu'un fouille, c'est lui le voleur. Donc M. Atanganakuna a démontré suffisamment qu'il est voleur, il a volé et il ne voudrait pas aller en prison. Voilà la première lecture. La deuxième, c'est
Ce que Zébazé vient d'appeler tout à l'heure une fuite d'informations, moi je crois que la manière, la méthode que la police utilise aujourd'hui avec les nouvelles technologies d'information et de la communication, de rendre public ces messages portés est très intéressant en ce moment parce que chaque Camerounais peut jouer le rôle de policier. Vous pouvez voir un pêcheur qu'on est nominé, vous pouvez voir quelqu'un, il voit quelqu'un dans une pirogue qui est en train de traverser vers le campo, il dit non, ça, c'est un ministre. Parce que j'ai lu qu'il est interdit de sortir du territoire là, il va alerter les autorités. C'est une bonne méthode. Donc, M. Ataranakuna, honnêtement, je croyais que c'était un brave monsieur parce que j'ai écouté à travers une porte un jour une de ses réunions où il insultait quelqu'un, il le traitait de chien. Donc bon, je croyais que c'était un homme sérieux, mais là, je suis désolé pour lui, il a été rattrapé. Merci. Justement, pour le messager qui parle de fin de cavale. Il devra répondre de ses actes. L'ex-ministre de l'eau qui fait partie d'une vingtaine de personnalités interdites de sortie du territoire. Maître Emmanuel Pensy, vous êtes avocat au barreau de Cameroun. De quel type de procédure s'agit-il pour édifier les téléspectateurs? À quel moment est-ce qu'on interdit une personnalité de sortie du territoire et dans quel objectif concrètement? Bon, je pense que c'est une mesure qui est prise par... là, ça n'a pas été pris par le juge. Ça a été pris au niveau de l'enquête par la police. Et je pense que ce n'est pas une très bonne méthode. Parce que si vous regardez, on va en parler tout à l'heure, ce qui s'est passé en France, quand il y a un examen, vous êtes en garde à vue, après la garde à vue qui dure 48 heures, ici il s'agit d'un crime, donc la durée est encore beaucoup plus importante, on vous amène devant le juge d'instruction qui va vous inculper et qui va prendre des mesures qui sont des mesures fortes. C'est-à-dire, on vous interdit de sortir, on vous fait le contrôle judiciaire, on vous met un bracelet électronique. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas bouger. On vous dit, par exemple, que vous devez aller au commissariat le matin, le soir, à midi, le soir. Tous les jours, on vous contrôle. On vous met même la police à côté. Mais au Cameroun, au Cameroun, ça fait depuis, je ne sais pas combien de temps que Kuna est un familier du tribunal criminel spécial. Tout le monde sait que son prédécesseur, Akanwate Solo, a envoyé celui qui l'a succédé a envoyé un certain nombre de documents qui sont parus dans la presse. Tout le monde sait que il a des relations avec CDE. On dirait même qu'il serait un des actionnaires en tout état de cause. Le ministre de l'eau avait démenti cela dans un communiqué. Mais ça le rattrape. Et on se rend compte que ce monsieur-là, depuis tout le temps, c'est un monsieur qui a quelque chose à rendre des comptes à la justice camerounaise. Et à ce moment-là, ce n'est pas ce type de mesure qu'on prend. Il faut aller plus loin. Il faut prendre des mesures fortes. Vous soupçonnez quelqu'un. On ne dit pas seulement qu'on interdit le territoire. On s'est rendu compte qu'avec beaucoup d'argent, vous pouvez sortir parce que la corruption, je crois que c'est le lieu commun de beaucoup de Camerounais, sauf quelques-uns, en tout cas que ceux qui sont ici parmi nous. Mais c'est un lieu commun. Donc vous prenez ces mesures-là, ces personnes-là ne sortent pas. Si vous ne voulez pas les mettre en prison, vous faites un contrôle assidu. Vous dites que monsieur, le matin à 8h au commissariat, à midi au commissariat, le soir au commissariat, et vous mettez les policiers devant chez lui. Et à ce moment-là, les gens ne peuvent pas sortir. Donc maintenant, quand vous sortez ça dans les journaux, ça, on a vu, voilà alors l'exemple, Ataranakuna qui est parti, et semblerait que le chef d'État a piqué une colère terrible. Ça ne lui arrive pas souvent de piquer une colère en disant il faut me le retrouver en 48 heures. Et là, c'était le branle-bas combat, parce que c'est nos forces de sécurité qui sont mises en cause, et moi je m'attends à un tsunami à ce niveau-là, parce qu'ils ne pouvaient pas sortir sans des complicités à ce haut niveau. Justement, une interdiction de sortie du territoire qui a concerné plusieurs personnalités de la République. Alex Gustave le mentionnait, il y a des hauts responsables. Je voudrais dire un truc, que ça ne veut pas dire que, même quand il a fui, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas présumé innocent. La présomption d'innocence reste pour toujours au point de vue donc juridique. Et tout à l'heure, je vais m'en expliquer. Pourquoi? Parce que je connais très bien comment ça se passe. Je ne parle pas pour lui au niveau du TCS. On vous met d'abord en prison, on cherche les preuves. Justement, on y reviendra. La presse avait déjà eu l'occasion sur ces procédures. Alors, René Bonono Bakota, vous qui êtes à Yaoundé, là où il y a eu une ambiance particulière ces 2 dernières semaines, au lendemain de ce réaménagement du gouvernement, plusieurs personnalités
qui, à peine sortis du gouvernement, se retrouvent interdits de sortie du territoire, et d'autres qui sont même rattrapés hors des frontières du pays. Comment appréciez-vous déjà le profil de ces personnalités aujourd'hui soupçonnées d'être impliquées dans des affaires de détournement de deniers publics? Eric, voyez-vous, je pense que le cas particulier de l'ex-ministre de l'eau et de l'énergie, le ministre Basile Atanganakuna, suscite des interrogations même sur cette opération dite épervier. Je crois qu'on y reviendra. Je pense pour ma part que le fait que ce monsieur ait pris la poudre d'escampette ne voudrait forcément pas dire qu'il est un voleur. En fait, il connaît bien les mécanismes qui entourent les procédures judiciaires de l'opération épervier. Il sait très bien qu'il ne peut pas y aller et y ressortir sans faire un tour à Koningui. Donc, de ce fait, vous savez d'ailleurs qu'il a pleuré à chaudes larmes quand on l'a débarqué du gouvernement. En tout cas, c'est bien connu dans les milieux de Yaoundé. Donc, voilà un monsieur comme ça. Et l'autre chose, c'est s'interroger même sur la fonction aujourd'hui de ministre, de directeur général et directeur. Parce que je revoyais encore des photos où M. Basile Atanganakuna était à Douala avec le président de la République à Lompanga pour la pose de la première pierre en 2011. Des conversations qu'il a eues avec le président de la République. C'était l'homme pratiquement à tout faire sur plusieurs projets structurants que le Cameroun porte depuis 2011. Alors, il est débarqué ainsi du gouvernement et puis le lendemain, il ressemble à un Camerounais tout ordinaire. Mais Pincy l'a relevé, il y a la présomption d'innocence. Mais honnêtement, en ce qui me concerne, ou en ce qui nous concerne au sein du PUS, cette opération au fil du temps, qui a pourtant nourri plusieurs espoirs des Camerounais à partir de 2006, au lendemain, n'est-ce pas, de l'atteinte du projet d'achèvement PPTE, aujourd'hui, honnêtement, ce n'est plus une opération qui branche les Camerounais. Parce qu'effectivement, il y a tellement de choses qui entourent cette opération au point où on se demande est-ce que ceux qui estiment à un moment donné que c'est une opération de purge politique n'ont pas un peu raison. Parce que au nom de quoi, par exemple, effectivement, vous avez parlé en dehors d'Atanguna, il y a une vingtaine de personnes. J'ai suivi les proches du recteur de l'université de Yaoundé 2, le professeur Minkwaché, qui se vantait de ce que, oui, le recteur, certes, est interdit de sortir du territoire, mais il a son passeport par devant lui. Donc, cela signifie qu'il y a quelque chose, quand même, qui ne va pas autour de cette opération globalement. Alex, Gustave Azénazié, vous scrutez depuis de nombreuses années cette opération épervier avec les fonctionnements relatifs aux arrestations, aux interpellations, bien sûr, aux mises en détention provisoire de ces personnalités. Qu'est-ce qui cristallise votre attention dans cette vague d'arrestations et d'interdiction de sortie du territoire pour ces personnalités-là? Je ne vais pas revenir sur ce que Maître Pincy a dit. Il n'y a pas meilleur expert sur ce plateau pour rappeler le principe de base de la justice qui est la présomption d'innocence. Quel que soit ce que je peux penser de toutes ces personnalités. Parce qu'en plus, je ne fais pas partie de ceux qui considèrent que la justice se fait dans la rue. C'est pas la cohue. Nous pouvons avoir toutes les présomptions, nous pouvons avoir, même en tant que journaliste, avoir couvert des secteurs d'activité où on sait que des gens, à tout le moins, sur la base des faits qui nous sont rapportés, que je ne qualifie pas, je n'ai aucune compétence légale pour qualifier un fait de détournement ou de vol ou autre. C'est la responsabilité des officiers ministériels, qu'ils soient officiers de justice ou de police. Quand je finis de dire cela, je constate que ce que vous appelez opération épervier, dont je ne sais pas d'où on tient cette appellation-là, mais qui aurait dû, dans un système normal, être une opération, comment je vais dire, un fonctionnement classique de la justice qui est l'institution centrale dans toute société, dans tout état de droit, pour surveiller le respect par les uns et les autres de la norme légale du droit, a été transformé justement par ce que certains décrivent si bien comme une opération politisée. Parce que voyez-vous, quels sont les éléments qui vous amènent le procureur en chef dans les faits politiques le procureur en chef dans l'opération, dans ce que vous appelez opération épervier, que je me sens obligé, en tout cas, de ne pas contester, ce n'est pas le procureur général de, je sais pas quoi, du TGI de Yaoundé, en tout cas depuis qu'on a mis en place le tribunal criminel spécial, qui est compétent pour les infractions présumées de détournement de fonds supérieurs à 50 millions,
donc une juridiction spéciale. Le procureur en chef dans ce dossier-là, malgré les apparences, ce n'est pas le procureur général de ces cours-là, c'est le président de la République. Parce que quand vous voyez les notes dont je parlais tout à l'heure, les messages portés, chaque fois le délégué général à la sécurité nationale dit, sur instruction du président de la République, à la suite, je ne sais pas, d'un rapport d'une mission de contrôle supérieur de l'État, je vous demande à mes collaborateurs des services de police de frontières et autres de prendre toutes mesures pour que telle personnalité ne sorte pas du territoire. Ce n'est pas le procureur de la République qui instruit le délégué général qui, en circonstances normales, s'il s'érigeait en enquêteur, serait un auxiliaire du procureur de la République. Ce n'est pas le cas. Et du coup, ça pose la question que certains ont beau jeu de poser pour tenter de disqualifier cela, en disant, mais pourquoi tel et pas tel autre? Justement. Autant que l'ADN de ce système, et je pense que des intellectuels de haut vol l'ont dit, c'est qu'il est assis quand même sur une sorte de dispensation du contrôle et de l'exécution des règles de préservation du bien public. Et la permanence de ce pouvoir est aussi assise sur le fait qu'un ensemble de personnalités, en tout cas ces personnalités-là, qui sont pour la plupart membres du parti au pouvoir, il faut le relever pour ne pas s'en féliciter, se sont souvent servis de ces positions-là pour assurer, l'hégémonie de ce parti-là dans la scène politique et du coup a mis à mal notre modèle démocratique qui est un modèle jusqu'au fond. Alès Gustave, permettez qu'on reste d'abord dans les couloirs de la justice. Vous avez évoqué tout à l'heure la place prépondérante du président de la République dans le déclenchement de cette procédure. Nous avons ici un avocat au barreau du Cameroun depuis de nombreuses années, Maître Emmanuel Pincy. Quel est le schéma de la mise en œuvre de ces procédures au tribunal criminel spécial, de l'ouverture d'une information judiciaire jusqu'à la mise en détention provisoire? Est-ce que vous pouvez nous édifier à ce sujet? Bon, en ce cas, pour les ordonnateurs et les gestionnaires des données publiques, ça commence d'abord par le rapport du CONSUP, c'est-à-dire le contrôle supérieur de l'État, qui fait un rapport qui va au niveau des sociétés publiques et parapubliques pour enquêter. Alors cette enquête doit durer un certain nombre de mois, et sachez qu'il existe une anomalie. L'inspecteur qui vient contrôler, la société doit lui donner de l'argent. C'est quelque chose qui n'a pas de sens. Donc, ils sont arrivés au port autonome de Douala, ils ont reçu beaucoup d'argent de CMCE, et ils sont même allés au-delà, puisque après ça, chaque mois, ils recevaient plus de 1,6 million, et les chauffeurs qui accompagnaient les inspecteurs avaient 300 000. Justement, donc, on a montré, après ce contrôle, il y a donc un rapport qui a envoyé au président de la République, et le président de la République, quand ça arrive, il prend le temps qu'il veut, parce qu'il est le maître du temps, de l'horloge et des délais, pour envoyer le dossier. Évidemment, les délais qui sont le délai du Code de procédure pénale en matière de crime, qui est de 10 ans. Donc, il prend le temps pour renvoyer le dossier maintenant au niveau du tribunal criminel spécial pour les infractions, enfin, puisque les 16 inspecteurs là, du contrôle d'État, ils adorent les chiffres. Vous attendez toujours, il a pris 20 milliards, il a pris 50 milliards, il a pris 10 milliards. Et sur cette base-là, ils envoient donc le dossier donc, au niveau du procureur général. Et à ce moment-là, le procureur général commence il va y avoir la nomination d'un juge d'instruction qui va commencer à ouvrir une information judiciaire. Là, il y a l'interdiction de sortie du territoire. L'interdiction du territoire telle qu'elle a été faite, telle qu'elle a été qui dit que c'est sur instruction du président de la République. Je vais vous dire une chose. Est-ce que la procédure est conforme à la législation en vigueur? Elle est même une violation de la Constitution. Parce qu'il y a ce qu'on appelle la séparation des pouvoirs. Il y a le pouvoir exécutif, il y a le pouvoir législatif et il y a le pouvoir judiciaire. Et en l'occurrence, il n'appartient pas au président de la République de prendre ce type de décision. Disons, il faut masquer, même si le président de la République le fait, le président de la République peut le faire à travers le ministre de la Justice, qui est en fin de compte celui qui est chargé de cette action-là. Et donc, à mon avis, et je vous dirais même plus, parce qu'au-delà, quand on va faire des analyses, il y a un seul mot. L'opération Épervier est mal menée
Et elle est malmenée. Malmenée en 2 mots et malmenée en un seul mot. Quelles sont les anomalies que vous identifiez avec cette réactivation de cette opération-là? Alors, la première des choses, nous avons ici un grand fiscaliste et un grand financier. Le contrôle doit être contradictoire. La plupart du temps, quand ces inspecteurs du contrôle vont, ils ne vont pas instruire et entendre la personne qui met en cause. Donc, dans ça, la personne n'est pas contradictoire. Et comme ce n'est pas contradictoire, ça fausse déjà les données. La deuxième chose, et là, je crois que mon ami Azébazi était là au procès de Siam Siwe, il y a des choses qu'on appelle par exemple la preuve primaire. Nous avons eu une incidence de Siam Siwe qui avait apporté la preuve par un document, en disant voilà un document qui prouve que je n'ai pas pris tel argent. Et il donne donc un document certifié conforme par un commissaire. On lui dit, ah, le commissaire, vous l'avez soudoyé. Il dit, non, j'ai l'original. Il dit, vous avez l'original, apportez l'original. Suspension de séance. L'avocat de Siam apporte l'original. Vous savez ce qu'on lui dit au tribunal? Comment se fait-il que l'original ne se trouve pas au niveau du port autonome de Douala dont vous avez volé le document? Donc, c'est une situation kafkaïenne. Maître Emmanuel Pensy, on n'est pas encore à l'ouverture des procès pour ces personnalités qui viennent d'être. Mais il s'est passé des procès, Cédric. Oui, justement. Je vous donne les précédents. Il s'est passé des procès. Alors, à cette étape précise, oui, de quoi il s'agit concrètement? À cette étape précise, il s'agit, en fin de compte, de quelqu'un, je pense qu'il est passé, c'est pour ça qu'on a maintenant rétabli la procédure, il est passé par le tribunal criminel spécial, il y a un juge d'instruction, et le juge, quand vous arrivez devant le juge d'instruction, ne vous étonnez pas. Ça, il s'est déjà mis dans la machine. Il vous demande nom, prénom, comment vous appelez, machin, ça, vous avez la carte d'identité, et il a déjà mis, attendu que machin, les circonstances, machin, aggravant, machin, et vous, il met juste un tampon, parce que c'est déjà préparé, vous allez en prison. Et c'est après ça, donc, on commence donc maintenant à enquêter, à chercher. Et c'est-à-dire, l'enquête souvent approfondie se fait a posteriori, et ça c'est une mauvaise chose. La deuxième chose que je reproche à l'opération Épervier, c'est surtout cette centralisation excessive qui fait que le procès ne se passe qu'à Yaoundé. C'est-à-dire, loin de là où, souvent, là on parle des ministres et des gens qui sont à Yaoundé, mais pour une affaire qui se passe à Douala, Comme la Camouette. comme Cambodia, c'est Douala qui devait être compétent. Mais la juridiction, le TCS a une juridiction. Non, il fallait. C'est une mauvaise chose parce que les gens sont obligés de venir de Yaoundé, venir à Douala, descendre, ça coûte cher. Et en même temps, on n'est pas à côté des gens et les familles sont obligées de se déplacer. Pour ceux qui sont à Kousséri, il faut. Non, ce n'est pas bon pour la justice. Et en même temps, comme on a dit, on passe directement devant une cour parce que le procureur général TCS a rang de procureur général et non pas de procureur de la République. Et en fin de compte, on perd un degré de juridiction et on n'est pas auprès des justiciables pour voir techniquement comment les choses se passent. Parce que ça se passe à Douala, s'agissant de Camwater, on aurait pu mettre une juridiction spécialisée du tribunal criminel spécial ici et avoir une cour qui serait à Yaoundé pour qu'on respecte le double degré de juridiction, pour améliorer le sens de la justice. Je peux vous assurer en une seule chose, dans ces affaires-là, et pourquoi Atanakouna fuit? Parce que la règle, c'est que lorsqu'on vous convoque, on vous met d'abord en prison. Et après, on se met à la chercher. Pierre Alaka, sur cette réactivation de l'opération Épervier qui a fait perdre le sommeil à plusieurs gestionnaires publics du côté de Yaoundé, pensez-vous aussi, comme les autres panélistes, Alex Gustave et Maître Emmanuel Pensy, qu'il y a un agenda politique derrière cette réactivation de l'opération Épervier? Ben, écoutez, moi je ne suis pas très spécialiste des questions judiciaires, mais mon expérience de citoyen m'amène à penser que, à certains égards, il n'y a pas de fumée sans feu. Cela est dû au fait que on laisse aussi beaucoup de temps aux gens dans des postes. Et vous savez, moi je vous prends l'exemple de quelqu'un qui est déjà en prison aujourd'hui, Bruno Bekolebe, qui a été recteur à Douala. Lui, il disait mon université. Mon université. Vous voyez, dans ces conditions, poser la question aux chefs d'établissement et autres, ils s'accaparaient, ils géraient leur argent, ils géraient l'argent des décanats sans l'avis des doyens, ainsi de suite. Bon, voilà le premier problème. Le deuxième problème, c'est que je suis parfaitement d'accord qu'il y a une présomption d'innocence. Mais je pense aussi que la présomption d'innocence a des limites. Et imaginez par exemple quelqu'un qui tire sur la foule et que
les forces de l'ordre tirent sur lui, et lui, il tire maintenant sur les forces de l'ordre, est-ce que si on l'arrête, il y a encore présomption C'est le flagrant délit. Bon, ça c'est chaud. Je n'ai pas fini. Une volonté politique de vouloir... Je n'ai pas fini. Je vous en prie. Dans le cas d'Atangana, on a ce monsieur. Il a la présomption d'innocence. Oublions les individus. Parlons du système. Non. Tant qu'on parle des individus dans ce pays, on n'avance pas. Les individus appartiennent au système. Parce qu'il a appartenu au système. Il a fait le discours, tu l'as rappelé, cher ami. Ici, à Douala, les autres, pendant que les autres écrivent, nous, on travaille. On le sait. Donc, c'est le système. Et pour mieux parler du système, il faut parler des individus qui ont appartenu ou qui appartiennent même encore, même à leur insu, à ce système. Quand quelqu'un, on dit, vous êtes interdit de sortir du territoire parce que vous êtes en présence d'une procédure en cours. Il a entendu. Hein. Oui, mais maintenant, lui, il fouille. S'il fouille, il fouille. Pourquoi les autres n'ont pas fouillé? S'il fouille, c'est parce que... Mais il n'y a pas la crainte, comme le relevait Maître Emmanuel Pincy, de cette... de cette procédure qui ne respecte pas la législation en vigueur. Parce qu'il ira en prison. Mais est-ce qu'au fond, il n'a pas voulu? Vous parlez là c'est comme le débat, Amadou bien Ali. sûr, qui va s'ouvrir. C'est le Je ne rôle de parle la pas comme justice. Amadou Ali. Maintenant, Je reviens sur le plan du droit. répondre à cette question-là. Je reviens sur le plan du droit. Vous êtes juriste. Non, nous ne pouvons pas faire. Non, Vous savez, j'ai fait l'objet d'un procès qui a duré 6 ans. Non. Parce qu'on nous reprochait d'avoir commenté des procédures non Oui, mais ce n'est pas le détournement de fonds publics. Non, il s'agissait du président de l'opération FRB. Ça, c'était l'un de nos avocats. Oui, Donc, mais c'est pas- je ne souhaite pas qu'on fasse le procès Tout à fait. sur ce plateau. Mais je dis, On c'est est pour ça que je dis, encore- parlons de On parle des principes. principes. Discutons On des parle des principes. principes. Demain, le procureur général de Yaoundé va commencer à dire, je vous ai entendu à la Tiens, télévision, à la- en train de à la- dire, il y a tel est quand même- innocent, tel ne l'est pas. Il y a Moi, je ne quand fais pas le même genre de débat. des secteurs, Je ne le fais pas. les personnalités qui se retrouvent aujourd'hui mises en détention provisoire étaient à la tête de certaines institutions clés névralgiques du Cameroun, le secteur de l'eau, juste après la privatisation. Il y a des recteurs d'universités soupçonnés d'être impliqués dans ces affaires de détournement de deniers publics. Quel impact sur la morale, sur cette personnalité-là qui, il y a quelques années, était célébrée pour leur parcours, pour leur réussite, et aujourd'hui, qui se retrouvent arrêtés et placés en détention provisoire? Alors là, c'est une très bonne question. Et c'est à ça que je veux en venir. Pour moi, arrêter les gens et les mettre en prison, ça n'a pas de sens. Lorsqu'il est établi, je dis établi, qu'ils ont volé. Pour moi, ils doivent rembourser. Un. Ils doivent rembourser. Et en nature comme en espèces, par rapport à leurs investissements ou à leurs... Il se dit que ces arrestations mettent en émoi le peuple camerounais et qui peut voir en lui quelqu'un qui a la volonté effectivement de lutter contre la corruption. Mais sauf que des faits, qu'ils soient sur le plan juridique ou sur le plan politique, de ce qui émaille cette lutte-là pose quand même de problèmes. Je voudrais ajouter à ça ces interpellations à géométrie variable. Vous savez que le recteur, l'ancien recteur Tabimanga, a été au même moment que Bruno Bekolo, si vous voulez, fustigé de faute de gestion. Bon, au nom de quoi est-ce qu'on arrête le professeur Bruno Bekolo aujourd'hui pendant que le professeur Tabimanga est en liberté? Et même promu. Et alors, deuxièmement, vous avez l'autre chose, c'est que entre l'information judiciaire ou la recherche des informations judiciaires et les interpellations de ces personnes-là, il y en a qui connaissent des promotions. Monsieur Owandia, ancien secrétaire d'État aux travaux publics, chargé des routes, les faits qui lui sont reprochés aujourd'hui, ce sont les faits lorsqu'il était directeur de l'IUT de l'Université de Douala. Mais on n'a pas compris, d'ailleurs, la presse est revenue là-dessus au lendemain de sa nomination pour dire ce monsieur a un contentieux au niveau de la justice par rapport à un détournement à l'IUT de Douala. Mais comment se fait-il qu'on réussit à, voilà, si vous voulez, à nommer une personne comme celle-là à des fonctions
plus importante, alors qu'il lui est déjà reproché un certain nombre de faits par rapport aux gestions précédentes qu'il a eues. Vous avez des ministres qui ont été promus dernièrement. Le ministre de l'administration territoriale, la presse s'en fait l'écho et même la gestion, chaque jour qu'il y a un problème au TCS, il a d'ailleurs été entendu, mais il a été promu. Alors demain, lorsqu'il sera interpellé, on va se demander, mais c'est à se poser des questions sur tout ce qui émaille cela. Mais je dois dire à M. Biya qu'il ne se dérange pas parce que cette opération, en réalité, elle ne fait plus courir. Justement, vraiment, elle ne fait plus courir. La question des valeurs morales à travers ces personnalités promues au sein du gouvernement, et pourtant, elles sont en indélicatesse avec la justice. Alex, Gustave Azebazé, c'est l'échelle des valeurs qui s'effondre pratiquement avec ces personnalités qui ont été arrêtées aujourd'hui, alors que ça fait de nombreuses années que certaines d'entre elles ont été épinglées par le Consup, ont été bien sûr reprochées d'un certain nombre de faits sans qu'il n'y ait eu des sanctions et qu'elles parviennent même jusqu'à des promotions. Comment vous analysez cette méthode de management au sommet de l'État? Cédric, moi je suis quelqu'un de très attaché à l'état de droit. Les questions morales, ça ne m'intéresse pas. C'est à l'église qu'on parle de ça. Et généralement, vous voyez ce que les gens racontent à l'église. Après, ceux qui sont des pédophiles, ceux qui sont ci, ça. Donc, moi, je préfère que nous abordions cette problématique en relation avec le type de gouvernance qui est en place au Cameroun depuis une bonne vingtaine, pour ne pas dire une trentaine d'années. Parce qu'un système qui dure trop longtemps finit par banaliser même comment je vais dire, les crimes les plus infâmes. Et il n'y a pas pire crime que le crime d'être serviteur de l'État et d'approprier à des fins personnelles. Vous voyez que je n'utilise pas le thème volé, parce que c'est le juge qui va dire si les gens là ont volé ou non, mais je sais que les gens ont approprié, ils sont appropriés des ressources qui n'étaient pas les leurs. Donc quand on l'a fait, et que celui qui est en charge de la nomination dans un système hyper présidentialiste comme le nôtre, c'est-à-dire que le système constitutionnel comme on est, fait du président de la République la clé de voûte du système, de sorte que les rapports dont on parle, du contrôle supérieur de l'État, qui lui parviennent des années avant, le rapport de la CONAC, c'est destiné au président de la République. Le rapport de la NIF? Le rapport de la NIF, c'est destiné au président de la République. Mais quand il a tous ces rapports-là, quand je dis le président de la République, je ne parle pas de l'individu bien sûr, mais je parle de l'institution présidentielle qui a des chargés d'études, qui a des conseillers techniques, qui a un ensemble de compétences ou de structures techniques qui sont censées éplucher ces rapports-là et faire les notes nécessaires pour prendre des décisions en bon temps. La question est la suivante. Est-ce qu'ils font leur boulot? Ceux avec lesquels je discute souvent, ils me disent, nous remontons au président de la République tout ce que nous avons à faire, mais est-ce que le président de la République a la même pression que nous? Ça pose comment je vais dire, aujourd'hui, une problématique réelle de la capacité de la tête centrale de l'État du Cameroun à poser un certain nombre d'actes en heure et en temps. Parce que c'est quand même extraordinaire. Au moment où nous parlons, et c'est ça que je trouvais inacceptable, il y a des personnalités, parmi lesquelles des professeurs d'université, des enseignants d'université, qui enseignent nos enfants, qui enseignent, en tout cas, qui sont en charge de notre système universitaire, qui sont interdits de sortir. Et tout le monde sait que dans le cadre de la coopération universitaire, je parle sur le contrôle du professeur Alaka, l'une des missions d'un recteur, d'un doyen, c'est de travailler à l'intérieur, à l'international, dans le cadre des conférences, des colloques et autres. Qu'est-ce que mon ami le professeur Magloire, on doit faire? Est-ce qu'il va encore aller participer à des conférences de juristes au niveau international? Qu'est-ce que Mnkwaché, qui est encore recteur en fonction, non, je pense qu'il y a un problème et qu'on ne peut pas continuer à le poser d'un point de vue moral, il faut le poser d'un point de vue politique. Est-ce que le système politique camerounais, incarné par le chef central qui est notre président, est encore en mesure de poser les actes qu'il faut? Au départ, justement, cette opération Épervier visait
à lutter contre les détournements de deniers publics. Il y a eu d'autres institutions qui ont été mises en place par le président de la République, l'ANIF, la CONAC, le contrôle supérieur de l'État, Maître Emmanuel Pincy. Ces institutions n'ont pas arrêté la frénésie et l'intérêt particulier des gestionnaires publics à se servir, comme l'a souligné Alès Gustave, des biens de l'État à des fins personnelles. Il y a un sérieux problème de gouvernance. Maître Emmanuel Pincy. Ça, on ne peut pas l'éluder. Il y a le premier problème au niveau de la gouvernance d'une entreprise, c'est le contrôle. Là, chez l'inspecteur des impôts, à partir du moment où le contrôle n'est pas fait, ça veut dire que ça pose un problème. N'oubliez pas que jusqu'à une époque récente, par exemple, c'est le port autonome de Douala avec un certain nombre de sociétés d'État, comme Camboateur et autres, qui donnaient l'argent pour toutes les fêtes. Que ce soit les fêtes du parti, que ce soit les fêtes nationales, que ce soit, il faut payer le podium, il faut mettre ceci, il faut donner l'argent à ceci, il faut soutenir telle ou telle personne. Ça a existé. Nous avons eu ça dans l'affaire du PAD, où par exemple 15 millions ont été demandés parce que Jacques Chirac arrivait. Donc on l'a dit. Donc il y a un problème, il y a une absence totale de contrôle des gens. Et là, autre chose, moi je ne fuis pas la morale. Parce que le droit c'est quoi? Il y a la morale dedans, il y a le droit dans la morale. C'est-à-dire il y a l'élément moral il y a l'élément matériel et l'élément moral. Si un des éléments manque, il n'y a pas d'infraction. Dans le cadre de l'affaire Sarkozy par exemple, il manque l'élément matériel. Mais tout le monde sait que beaucoup d'argent a circulé. Claude Guillon n'a sorti en 10 ans, il est allé chercher seulement 800 € sur son compte bancaire. Donc on soupçonne l'argent libyen qui a coulé à flot. Ce que je voudrais dire par ailleurs là-dessus, tout à l'heure quand on a parlé, l'opération épervier, est-ce que c'est la meilleure opération qu'on peut faire? Parce que j'ai un fiscaliste ici avec moi. La loi sur l'enrichissement illicite, qui existe par exemple au Sénégal et dans d'autres pays modernes, elle a permis notamment au président Bongo d'appeler la totalité de gars qui gouvernaient. Il les a réunis. Il a dit que bon, parce que l'argent, je vous explique, l'argent CFA, les sacs de manioc de CFA, vous ne pouvez plus les prendre et les amener en Europe. On ne va pas vous les changer. Donc ça transite par les banques. Donc on peut contrôler. Donc si ça va hors zone franc CFA, parce qu'il y a beaucoup qui ont envoyé des millions en passant, ça passe par un système, on peut contrôler. Et à ce moment-là, on vous appelle, on vous demande, monsieur, rembourser 90% ou 95% des sommes que vous avez mis. Sinon, on prend tout ça. Et effectivement, tout à l'heure... Justement, la justice peut-elle s'affranchir de l'agenda politique au Cameroun pour diligenter des enquêtes et tenir des procès équitables afin que les Camerounais voient justement l'impact de cette lutte contre le détournement des deniers publics, le TCS qui est appelé aussi à faciliter les remboursements pour ceux qui seront reconnus coupables de détournement des deniers publics. Alors, je dis que ce qui était mauvais, c'est parce qu'on passe par, on renvoie le rapport au président de la République. Quand vous dites que le rapport part au président de la République et que c'est le président de la République qui va transférer le dossier au procureur, le procureur ne peut pas aller au-delà. Il est obligé d'attendre qu'on lui renvoie le dossier. C'est une mauvaise chose. C'est pour ça que moi j'aurais préconisé qu'il y ait un amendement qui dise en même temps qu'on envoie le dossier au président de la République, qu'on envoie également le dossier au parquet. Comme ça, le parquet va travailler plus rapidement. Parce que vous savez que l'endroit où on dort le plus, où il y a l'inertie, c'est la présidence de la République. Ça, il faut le dire. On dort là-bas. Et il y a eu d'ailleurs une réforme qui a été faite récemment. C'est pour ça que ça a été fait au niveau même de la direction du cabinet civil, qui se pique également d'un certain nombre d'oppositions, parce qu'il y a tous les dossiers qui étaient des dossiers dormants. Donc, on dort là-bas. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faudrait que, et les gens le savent, l'opération épervier, il faudrait qu'elle soit plus sérieuse. Tout à l'heure, on en a parlé. Elle n'est pas sérieuse du tout. Justement. Non, je voulais vous expliquer. La loi de 1974, modifiée en 1976, sur les ordonnateurs et les comptables, c'est ceux qui dépensent les deniers publics. Cette loi-là est à modifier. Parce que, par exemple, si vous prenez, vous engagez quelqu'un, un cadre, sans que ça ne passe par le conseil d'administration, on vous met en débat. Si par exemple, vous êtes par exemple dans une... On a vu ça par exemple avec la Sonara. Il faut acheter une pièce. Si ça dépasse 50 millions de francs, vous êtes obligé de passer par un appel pour un marché public. Donc là, il faut revoir la législation. Il faut revoir cette législation et ne pas considérer que celui qui a acheté. Par exemple, il y a le paiement indu. Non, je vais terminer. Il y a le paiement indu
qui sont confondus avec les détournements. C'est-à-dire, vous avez fait sans suivre la procédure, vous n'avez pas pris l'argent. Donc, ça ne veut pas dire que vous avez détourné l'argent. Donc, il faut faire une différenciation. Justement, René Bonono, Bakota, sur les propositions, en quelques mots pour sortir de ce sujet, sur les propositions pour justement mettre fin à cette vague d'arrestation des personnalités publiques qui sont nommées au Cameroun et ensuite arrêtées, placées en détention provisoire. On a vu les premiers procès de l'opération Épervier qui se sont soldés par des condamnations, des peines privatives de liberté. Et par un acquittement. Et des procès qui ont été... un acquittement, il y en a eu. Tout à fait. Mais des procès qui ont été dénoncés comme être des procès politiques par ces justiciables. Qu'est-ce que vous proposez concrètement, en quelques mots? Écoutez, la lutte contre la corruption, parce que je crois que l'opération Épervier rentre dans cette dynamique-là, a deux choses dans le monde entier. Le Botswana, qui est l'un des meilleurs en Afrique en matière de lutte contre la corruption, a une seule institution qui s'occupe de la lutte contre la corruption et la criminalité économique. C'est deux choses. La première, c'est qu'il faut améliorer les conditions de vie des agents publics de l'État. Et en la matière, le PUS, dans son projet de société, dit pour les 2 premières années, nous doublons les salaires des agents publics de l'État. La deuxième chose, c'est de donner la force aux institutions chargées de lutter contre ces structures. Voyez-vous, monsieur Eric, nous avons une chambre de comptes au Cameroun. On a appelé ça chambre de comptes, pourtant on aurait pu appeler ça la Cour des comptes. C'est d'ailleurs ce que la Et pour que cela devienne une juridiction et que cela aurait pu connaître effectivement des problèmes comme cela. Cela signifie que lorsque la CONAC, d'ailleurs il y a trop d'institutions qui luttent contre la corruption et il y a des collisions sur le terrain avec tout ce que cela apporte. On peut s'arrêter à deux, le contrôle supérieur de l'État, la CONAC. Et une fois qu'elles ont terminé leurs différents rapports, elle est diligente au niveau de la Chambre des comptes, de la Cour des comptes qui doit devenir une Cour des comptes et qui connaît de tous ces problèmes-là sans forcément passer par la présidence de la République. Et je crois que voilà ce que nous nous proposons concrètement. Je voudrais dire que la lutte contre la corruption, je crois que M. Azebazé l'a rappelé, c'est le lait du régime actuel. Vous voyez que cet argent-là, on ne peut même pas le récupérer parce que les gens l'ont dilapidé justement dans l'entretien du parti. Aujourd'hui, pour les élections sénatoriales, vous avez suivi, il y a des gens qui sont transportés, entretien du parti. Aujourd'hui, pour les élections sénatoriales, vous avez suivi, il y a des gens qui sont transportés, nourris depuis une semaine et tout. Vous croyez que cet argent sort d'où? Pour la plupart des détournements. Merci René Bono Bakota. Toute cette vague d'arrestation des anciens directeurs généraux d'entreprises, anciens ministres, ex-secrétaires d'État, intervient au moment où le président de la République effectue une visite d'État en Chine sans les opérateurs économiques camerounais. La presse a évoqué ces couacs de ce forum économique de Beijing annulé à la dernière minute. Des organisations patronales choquées d'être informées par un communiqué lapidaire du ministère de l'économie, de la planification, de l'aménagement du territoire. Alex Gustave Azebazé, le messager, a suivi de près cette impréparation, c'est le mot que vous avez utilisé pour expliquer cette annulation intervenue à la dernière minute de ce forum d'affaires prévu en mars de la visite d'État de Paul Biya en Chine. Oui, je crois que j'ai le premier papier qui a été fait dans la presse camerounaise, je pense que j'en suis l'auteur. Et j'ai très nettement écrit que ce qui s'était passé relevait d'une impréparation criarde. Vous aurez remarqué que dans mon article, j'ai évité de désigner qui que soit comme responsable de cette interprétation, mais ça se présumait. Je ne peux pas comprendre qu'un cabinet privé, depuis 9 mois, puisque la première fois que j'en ai entendu parler, les GERSIC, c'est le président Ayama qui m'en avait parlé une fois. Après, d'ailleurs, je vois Abogamène sur ce plateau, on en a discuté. Et curieusement, à l'époque, il n'était pas prévu une visite du chef de l'État camerounais. D'ailleurs, je pense que les GERSIC, les GECAC, quelque chose comme ça, je confonds avec les GERSIC du Minési. À l'époque, il n'était à tout le moins pas publiquement connu qu'il y aurait une visite d'État du chef de l'État camerounais en Chine le 22, 23, en cette période. Et donc,
que, alors que ces journées-là, économiques, camerouno-chinoises, devaient se tenir en avril de cette année, j'ai été surpris, moi, d'apprendre que les personnes, ou la plupart des personnes qui avaient été contactées ou mobilisées par le cabinet, je crois, de M. Abouamena, se retrouvaient désormais dans le cadre d'une manifestation qui serait conduite par le ministère du Plan, le cabinet civil et consorts. Eux qui, selon mes informations, qui sont pourtant des administrations publiques, sont rentrés dans un projet d'organisation de la visite du chef de l'État, comme souvent en dernière minute, parce que pour des raisons que chacun de nous peut imaginer, des raisons de sécurité, des raisons, j'allais dire, de secret d'État, je ne veux pas dire d'opacité. Quand le président doit voyager, on attend toujours la dernière minute. Donc, je ne suis pas au courant, ou nous n'avons pas été au courant, que des missions avancées de ces administrations-là aient fait un travail préalable avec les partenaires chinois pour assurer une organisation professionnelle, propre, et le bricole qu'on fait chez nous, on pense qu'on peut le faire ailleurs. J'entends les gens dire que c'est le Cameroun qui a décidé d'annuler. Moi, je n'y crois pas. Je n'y crois pas. Je suis convaincu que la partie chinoise, je n'ai pas de témoignage précis là-dessus, mais la partie chinoise, vu ce qu'en dernière minute elle percevait, a dû attirer l'attention de l'État du Cameroun ou du gouvernement camerounais en disant mais non, mais vous ne pouvez pas venir chez nous dans de telles conditions. Justement, sur ce plateau, il y a un acteur qui est impliqué dans les préparatifs de l'agenda économique de la visite d'État de Paul Biya en Chine, Jean-Marie Aboganena. Bonjour. Bonjour Cédric, bonjour à tous les panélistes et bonjour aux téléspectateurs de Equinox TV. Vous affirmez connaître les tenants de cette affaire où il était également prévu des journées économiques, industrielles et commerciales du Cameroun en Chine. Pourquoi ces articulations de l'agenda économique ont été annulées à la dernière minute? Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Bien, je vais commencer par avoir une pensée pour mon père qui est présentement à la morgue d'Ombessa, Mpéyan Moukolo Célestin. Il est décédé le 6 février 2017. Mais comme il m'a laissé dans ce projet des journées économiques, industrielles et commerciales du Cameroun en Chine, je suis allé à la morgue l'interpeller, le rassurer que je ne pouvais pas abandonner la République pour m'occuper de son enterrement. C'est pour vous expliquer la gravité de ce que je vis. Comme M. Zebazé venait de dire, nous avons engagé les journées économiques en février 2017. Personne n'imaginait encore que le président de la République irait en Chine pour une visite. L'événement doit se tenir en août 2017, mais à la faveur d'un voyage en Chine, les partenaires chinois s'étaient déjà préparés pour venir au Cameroun. Une délégation de 50 opérateurs économiques nous a suggéré de venir d'abord, d'organiser les journées économiques, industrielles et commerciales du Cameroun, la première étape au Cameroun. Parce que voyez-vous, le concept journée économique, industrielle et commerciale du Cameroun en Chine, c'est que vous ne pouvez pas aller en Chine pour parler d'économie, pour parler de commerce et pas d'industrie. C'est les trois à la fois. À quel moment la présidence justement de la République intervient dans ce Justement, projet? pour vous permettre de comprendre, nous organisons la première étape de GCAC le 19 septembre à l'hôtel Montfébé. C'est un succès retentissant, mais les partenaires chinois exigent que nous allions avec 1000 opérateurs économiques. En décembre, nous n'avons pas les 1000 opérateurs économiques. L'événement est reporté pour le mois d'avril, du 20 au 27 avril. Février 2018, le ministère des Relations extérieures nous invite à une séance de travail où on nous présente un courrier du cabinet civil qui nous dit que l'événement GCAC a été jugé étant une opération suffisamment sérieuse et crédible pour être arrimée à la visite du chef de l'État. Nous avons exulté. Cela nous a imposé d'imprimer ce feuillet spécialement où nous disons ici
concours de circonstances, les journées économiques, industrielles et commerciales du Cameroun en Chine ont été jugées comme étant une initiative crédible et suffisamment sérieuse pour être fusionnées à la visite officielle que le chef de l'État, Paul Biya, effectue en Chine en mars 2018. Quelles sont les autres étapes qui ont suivi dans les préparatifs? Alors, nous avons tenu des réunions. Le cabinet civil a demandé un projet de discours, le programme de l'événement tel qu'initialement prévu pour le mois d'avril, ce que nous avons fourni à travers le ministère du Commerce, qui a transmis au ministère de l'Action extérieure pour le cabinet civil. Pendant que nous attendions donc l'accord du président de la République pour que nous allions avec lui en Chine, nous découvrons par voie de presse une liste d'opérateurs économiques rassemblés par le MINPAT. Nous n'avons même pas été conviés à la moindre réunion. Et parmi ces gens, il y avait une dizaine de partenaires qui étaient inscrits chez nous. Nous avions déjà 175 opérateurs économiques. Et la liste du MINPAT, c'est environ 115 chefs d'entreprise et 5 organisations patronales également qui ont trouvé le membre. Évidemment. Lorsque nous apprenons, nous découvrons cette supercherie, nous écrivons au président de la République. Il par un couloir sûr, le courrier lui est remis, d'où ce que vous avez constaté. Samedi matin, instruction est donnée au MINPAT d'annuler, d'appeler individuellement les personnes qui étaient déjà mobilisées pour annuler cet événement. Justement, le président de la République s'est rendu en Chine avec 2 représentants du secteur privé. D'abord le président du JICAM, également le président de la Chambre de commerce de l'industrie des mines, qui était présent, Pierre Alaka, sur cette préparation d'un événement à caractère économique aussi important, où 3 administrations publiques sont intervenues et qu'à la dernière minute, l'événement est annulé. Quelle est votre analyse? Ça montre effectivement que notre pays n'est pas un pays qui cherche le développement. Ailleurs, c'est les cabinets privés qui montent ce genre d'action et les pouvoirs publics accompagnent. Et voilà une histoire rocambolesque dans laquelle le Cameroun va encore perdre des plumes par rapport à son image. Vous ne pouvez pas vous imaginer comment les fonctionnaires sont nocifs dans notre pays. Ça, c'est encore une calamité des fonctionnaires. Demain, peut-être quand on va encore arrêter cela, il y en a qui vont crier sur les toits qu'on les a arrêtés au hasard. Voilà une situation où quelqu'un, cabinet privé, veut valoriser l'image du pays, veut apporter sa modeste contribution pour industrialiser le pays, mais les fonctionnaires refusent. Justement, dans le communiqué que les 115 opérateurs économiques ont reçu, les responsables du ministère de l'économie affirment que le forum d'affaires avait reçu le quitus de la présidence de la République et qu'ils ignorent les motifs d'annulation de cet événement-là. Mais vous savez, dans ce pays, lorsque vous avez un projet, vous le déposez à la banque, eh bien, vous verrez, on va vous demander des informations complémentaires. Vous êtes sûr que votre projet est bon, mais le lendemain, c'est quelqu'un d'autre qui l'exécute, qui est le frère du banquier. C'est exactement la même chose. Un cabinet privé monte un projet pour développer le pays avec une autre puissance étrangère, mais comme il faut absolument l'appui institutionnel, eh bien cet appui institutionnel se transforme en accaparement du projet de cet intéressé. Ce n'est pas le début aujourd'hui. Pourquoi beaucoup de projets capotent dans notre pays? Vous avez, et Maître Piensi le sait parfaitement, vous avez des gens, des individus, personnes physiques qui font venir des opérateurs économiques étrangers dans notre pays pour monter des projets, mais puisqu'il faut l'appui institutionnel, il faut l'aval des pouvoirs publics, on arrive à une situation où, eh bien, ces gars vous disent, si je n'ai pas ma part, dans cette affaire, ça capote. Moi, je peux vous citer au moins 5 cas où j'ai été engagé, mais ça n'a pas abouti. Des gens voulaient investir près de 300 milliards dans notre pays, dans des domaines sensibles. Mais ça n'a pas abouti parce que justement les fonctionnaires pensent qu'ils ont le monopole du développement du Cameroun. Justement, Maître Emmanuel Pincessu, le rôle de ces 3 administrations, le ministère des Relations extérieures, qui contacte d'abord les organisateurs de ces journées économiques, ensuite le cabinet civil qui entre en jeu, et de l'autre côté, il y a une administration, le ministère de l'économie, qui, de son côté, prépare également un forum d'affaires, des journées économiques d'un côté, et à la dernière minute, tout est annulé.
Quelle est votre analyse de cette couac observée en marge de cette visite d'État du président de la République en Chine? En fin de compte, le projet a été volé. Vous avez le terme, il a été volé. C'est-à-dire, on voulait le récupérer, et en le récupérant, on va mettre 80% de pieds nickelés dans la délégation des hommes d'affaires qui n'en sont pas un. Et quand on va voir tout ça, heureusement qu'il y a une réaction, et le président de la République a préféré arrêter la honte qui allait exister au niveau du Cameroun. Moi-même, j'ai fait un certain nombre de projets. Je peux vous dire que j'ai dépensé mon argent, beaucoup d'argent, en allant en Suisse, faire des affaires pour faire le téléphone à l'époque où c'était à 500 francs, à 70 francs la minute. Tout ça, ça a capoté. Vous allez à l'ART, le gars vous dit, le patron arrive. Pendant 8 mois, les investisseurs entendent. Vous dépensez l'argent pour faire les logements sociaux, par exemple, à 10 millions, 100 mètres carrés. Je l'ai fait avec des sociétés. Vous arrivez sur le Cameroun, les gens vous disent que ce n'est pas prévu par le gouvernement. Et après, plusieurs années après, ils essaient de récupérer le projet. Notre pays fonctionnerait mieux sans l'administration. Je peux vous assurer. C'est-à-dire, à un moment donné, il faudrait qu'on laisse les privés faire le travail. Parce que chaque fois que ça doit passer par le gouvernement, ça ne marchera pas. Parce que lui il veut récupérer ça pour en tirer la gloire. Justement, alors qu'il ne sait pas s'y faire. C'est ça le problème. Alors, autre chose, il n'a pas la connaissance de comment ça fonctionne. Alors, je voudrais terminer pour dire tout simplement tout à l'heure, s'agissant de ce qu'a dit le PUR, s'agissant des élections sénatoriales, ce sont l'URDPC qui a cotisé, pas d'argent du gouvernement. Justement, nous allons dire un mot dessus. Nous allons dire un mot dessus tout à l'heure. Jean-Marie Aboganena. Alors, quel est l'intérêt? Mais lui, il a félicité parce qu'il l'a fait. Il a fait l'objet d'un sabotage qui est le lot commun de ce qui se passe à Yaoundé. Jean-Marie Aboganena, quel était l'intérêt d'organiser ces journées économiques, industrielle et commerciale en marge de la visite d'État de Paul Biya en Chine? Quel était l'intérêt? Écoutez, l'intérêt d'organiser les journées économiques, industrielles et commerciales du Cameroun en Chine se justifie de ce que la Chine est un pays communiste. Les Chinois ne font confiance qu'à l'État ou ce qui est soutenu par l'État. Depuis l'année dernière, ils nous exigent une note verbale qui permet à la mairie, qui est notre partenaire, et la chambre de commerce d'organiser les journées économiques. Ça veut dire quoi? En Chine, ce sont les maires qui sont les patrons des villes. Donc un maire peut décider de la politique de développement d'une ville. Donc, dans ce cadre-là, aller en Chine ou dans le cadre de la visite du président de la République, revêt, n'est-ce pas, l'onction de l'État, et cela aurait donné davantage de poids et d'intérêt. Et nous, ce que nous avons prévu lorsque cela nous a été demandé, c'est d'organiser les journées économiques, c'est une semaine. La semaine devait commencer le 20 mars et le président viendrait s'adresser aux participants le 24. Entre-temps, vous avez le temps de négocier des contrats de partenariat et de les signer. Alors que le forum, c'était une journée. Justement, quand un tel événement est annulé à la dernière minute, quel est l'impact sur vous, opérateurs économiques, sur ceux qui ont travaillé durant des mois et qui ont mobilisé des moyens financiers? Évidemment, je dois dire, Cédric, que pour nous, nous avons déjà dépensé au moins 50 millions dans cette campagne. 50 millions, nous avons organisé des réunions à Douala, 2 réunions, Bamenda, Bafoussam, Yaoundé et Kumba, pour sensibiliser les différents opérateurs économiques. Nous avons édité des plaquettes comme celle-ci que je vais vous laisser. On a édité plusieurs plaquettes, rencontré de nombreux membres du gouvernement. Vous verrez les photos, tous les gouvernements, 20 départements ministériels ont donné l'accord de participer. Donc c'est 50 millions dans l'eau. Et ensuite, je ne compte pas les médias partenaires comme Le Messager, Le Jour, Quotidien de l'économie, Canal 2, STV et Equinox. Je suis venu ici tenir une séance de travail avec le président Séverin Tchunke pour cette campagne. Donc là, on ne compte pas le volet communicationnel. Justement. Donc c'est une perte énorme, mais heureusement, nous pensons que le président de la République
nous a fait justice, il nous a rendu justice, donc nous continuons à travailler maintenant pour respecter que l'événement se tienne à date du 20 au 27 avril à Béjit. Nous espérons que nous bénéficierons désormais de l'accompagnement du gouvernement. Alex Gustave, c'est basé sur cette offensive économique camerounaise qui prend du plomb dans l'aile alors que la Chine est demandeuse quand même du potentiel économique camerounais et des opportunités à saisir existent bien dans ce pays qui est quand même la deuxième puissance économique mondiale. J'aime l'optimisme de mon ami Abogamena parce que je ne sais pas si j'aurais été en capacité, moi, si j'étais à sa place, de maintenir l'échéancier d'avril. Parce qu'on est quand même là le 22, on est le 26 ou le 27, on est le 25. Hein. Et dans un mois. Tout ça s'est passé il y a moins d'une semaine. Je l'entends dire... Oui, Alex, c'est parce que de l'autre côté, en Chine, nous avons un partenaire, le Brain Power, qui est une chambre de commerce qui compte à elle seule 10 000 entreprises. 10 000. On a déjà tout organisé. Je pense que Et le partenaire chinois est venu 3 fois au Cameroun. Nous avons rencontré des membres du gouvernement. Il est intervenu même dans les médias. Permettez à Alex de réagir. En vous écoutant, je continue. Moi, je crois qu'il facilite votre bravoure. Au nom du messager, je continuerai le partenariat intelligent que nous avons. Mais sur cette initiative, quand même, le président de la République devait être accompagné par des hommes d'affaires camerounais. Ces journées économiques, commerciales et industrielles devaient être une occasion d'avoir des accords de partenariat entre secteurs privés camerounais et des entreprises chinoises pour un véritable transfert de technologie, pour des partenariats, pour développer le pays. Non, la vérité, c'est que dans l'esprit ou dans le mindset de ceux qui préparent les visites du chef de l'État, il n'était pas prévu les journées économiques. Il ne faut pas non plus... Moi, j'ai appelé ça dans mon article de l'opportunisme d'État. C'est-à-dire qu'en dernière minute, là, on a voulu attraper un truc dont personne n'en comprenait même l'importance, l'enjeu et les pourtours. C'est pour ça que ça peut capoter. En tout cas, sous cette forme-là. Je l'ai dit tout à l'heure, je suis heureux d'entendre M. Abogamena sur ce plateau dire que l'échéance initiale d'avril sera tenue, c'est-à-dire du 20 au 27. Ils peuvent reporter peut-être 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, mais en tout cas, elle sera tenue. Pour dire quoi? Pour dire que le chef de l'État camerounais, en réalité, n'est pas allé en Chine pour, comment je l'ai dit, pour vendre le tissu entrepreneurial camerounais. Ce n'est même pas parce qu'il est accompagné par 2 chefs de chambre, 2 responsables du monde de l'entreprise. Parce que si ça avait été le cas, on ne serait pas en train de vivre, on n'aurait pas vécu comment je l'ai dit, oui, le drame. Bon, Abogamena n'appelle pas ça drame. Moi, oui, on n'aurait pas vécu ça. Le chef de l'État est allé pour essayer de signer des accords entre 2 États bilatéraux comme il en a l'habitude, avec les Chinois. Donc, pour vous dire que je ne suis même pas convaincu que le président, si ce n'est pas parce qu'on est dans une année électorale, où il a besoin, et il a fait en 2011, rappelez-vous que... Il était en Chine avec l'ancien président Hu Jintao. Absolument. Donc, on est dans une année électorale, le président de la République a besoin de montrer que même si les Occidentaux, beaucoup n'apprécient pas sa façon de faire, n'apprécient pas sa gouvernance, n'apprécient pas ce type d'État où, comment je l'ai dit, la fluidité des opérations administratives pour les investissements étrangers n'est pas évidente. Et son vocos, c'est-à-dire qu'il parle, s'exprime, contrairement aux Chinois, qui peuvent ne pas apprécier, ne parlent pas ça. Le président repart en Chine et c'est devenu une tradition qu'il le fasse. Il va rentrer, moi j'ai appris là qu'il a signé environ 5 accords ont été signés, notamment l'accord pour l'aménagement des projets en eau potable qui demeure quand même important. La deuxième phase de ces aménagements, on fera sans doute le bilan de la première phase. Parce que moi j'ai appris que Bafsam a un de ces projets-là. Moi, je suis de la région, je n'ai pas beaucoup vu depuis qu'on a signé le dernier. Le prochain, il semble que ma ville, le chef-lieu de mon département, est prévu dans la deuxième phase, dont l'accord vient d'être signé. Bon, l'accord de financement, j'entends, vient d'être signé. Bon, nous attendons de voir. Mais voyez-vous, l'un des problèmes des accords
bilatéraux que signent l'État du Cameroun et la Chine, c'est que quelquefois dans la mise en œuvre, en tout cas, on entend des bons chiffres et des grands chiffres qui font que le volume de la coopération Cameroun-Chine est important, mais en termes de réalisation, on a des questions à se poser. Entre moi, en tant que citoyen, et quelqu'un qui pose des questions sur la qualité de la dette ou de l'utilisation de la dette du Cameroun, il faut que nous restions un peu vigilants. Entre 2000 et 2014, la Chine a injecté près de 1800 milliards de francs CFA au Cameroun, de chiffres officiels, avec de nombreux projets infrastructurels sur le plan énergétique, mais aussi des routes en cours de construction, autoroute Douala-Yaoundé, mais aussi du côté du département de la Sanaga-Maritime avec la construction d'un port en eau profonde à Kribi. Pierre Alaka, au-delà de ces nombreux projets énergétiques, routiers, hospitaliers qui sont construits par la Chine, il y a des enjeux géoéconomiques importants qui se jouent sur le continent africain avec le Cameroun comme l'une des portes d'entrée de la Chine sur le continent. Oui, bien sûr. Vous savez, la Chine aujourd'hui est la puissance économique qui fait trembler l'Europe, notamment, et même l'Amérique du Nord, vis-à-vis de l'Afrique, qui est considérée comme un pôle de richesse, le pôle de richesse le plus important des siècles à venir, et même du siècle présent. Ça signifie donc qu'un pays comme le Cameroun, qui est un pays d'expression française, soit considéré à côté de la Côte d'Ivoire comme des États qui peuvent faire basculer les choses. Et cela pose un sérieux problème. Et c'est là où j'ai, dans un média, chez l'un de vos confrères, c'est là où j'ai dit que le fait de boycotter les journées économiques entre la Chine et le Cameroun n'est pas seulement l'affaire des fonctionnaires innocents. Il y a là la main, et je l'affirme parce que je sais comment, vous avez évoqué le plan stratégico-économique, comment ça marche. Ben, il y a une main étrangère qui fait la théorie du complot. Oui, la théorie du complot, on va me le dire. Mais cette théorie du complot existe, elle est là, elle est présente dans nos États. Si on ne fait pas avec la théorie du complot, on ne comprendra jamais ce qui nous arrive. Et le problème aujourd'hui, c'est que les fonctionnaires qui agissent, regardez comment ils réfléchissent. Ils ont une réflexion telle qu'on se demande s'ils sont Camerounais. Merci Pierre Alaka pour cette précision. Un dernier mot, je vous en prie, sur les sénatoriales qui se déroulent. Nous sommes le 25 mars 2018, les élections qui sont en cours. Alex Gustave, est-ce qu'il y a un enjeu particulier avec ce renouvellement des 70 sièges de sénateurs, sachant que 30 doivent être nommés par le président de la République? En quelques mots, je vous en prie. L'enjeu en termes de représentation institutionnelle, c'est que c'est une institution de l'Afrique qui a été créée et que je l'aime ou je ne l'aime pas, elle fait partie de notre ordre constitutionnel. Donc, ses membres, moi j'ai en son temps contesté le fait que le président de la République s'octroie, je vais dire en tant que citoyen, contester le fait que le président de la République s'octroie 30% de membres d'une chambre parlementaire à nommer, ce qui représente quand même une minorité de blocage dans une entreprise. Donc c'est important. Mais vu les conditions de mise en œuvre ou de ce scrutin indirect qui intervient à la fin du mandat de la principale composante du collège électoral existant, le RDPC, sur les 10 000 les 10 000 conseillers municipaux existants au Cameroun, le RDPC a un contrôle, je crois, plus de 80%. Oui. Donc si on devait parler en termes si c'était un scrutin à la proportionnelle, il va de soi qu'il n'y a pas d'enjeu en termes de ballottage ou de concurrence. Le RDPC devrait rafler ses 70 sièges. Maintenant, c'est un miracle qui ferait qu'à l'issue du scrutin qui a lieu aujourd'hui, qu'un autre parti qui a présenté des candidatures puisse en sortir avec un conseiller élu. Justement, maître Emmanuel Pincy, qui est un militant du RDPC, le parti au pouvoir, qui a quand même essuyé quelques frayeurs avec des frustrations qui se sont exprimées à la faveur des investitures pour les sénatoriales et des conseillers municipaux qui ont grincé les dents
et en sourdine avait l'intention de se détourner des consignes de vote. Quelle est l'ambiance en ce jour sénatorial? Tout le monde est rentré dans le rang. Donc ça ne pose aucun problème. Il y a toujours des frustrations parce que tel n'est pas sur la liste. C'est tout à fait normal. Mais ce que je voudrais dire tout à l'heure, j'avais un mot à dire sur la ville de Douala. Vous savez très bien que la ville de Douala, pas plus tard hier, a monté une société qu'on appelle, et c'est très important, ça s'appelle... Non, c'est important, c'est sûr, on vient de parler au niveau des villes. La ville de Douala est en train d'investir et a fait appel public à l'épargne pour 10 milliards. Et tout le monde peut le faire et investir au moins pour 150 000. Donc sur les sénatoriales, pour y revenir, sachez qu'aucune voix ne va manquer au RDPC. Merci. Et contrairement à ce qu'a dit mon ami, le directeur général du Messager, je crois que le chef d'État puisse avoir 30%, fera en sorte qu'il va faire que la Chambre ne soit pas monocolore. Merci. On va avoir... On allait avoir 100%. Également présent sur ce plateau avec nous, Alex Gustave Azebazé, directeur de publication du journal Le Messager, Pierre Alaka, qui est analyste financier, mais aussi Jean-Marie Aboganena, qui est promoteur des journées économiques, industrielles, commerciales du Cameroun en Chine. Mesdames, messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Merci de rester sur Equinox Télévision. Equinox Télévision, au-delà de l'image.